Bienvenue à tous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h. Ce soir, bataille rangée aujourd'hui au Sénat sur le droit de vote des étrangers aux élections locales. C'est une question de dignité et de justice, a lancé la gauche au Premier ministre. François Fillon, exceptionnellement présent pour contrer ce texte, l'a qualifié de travail de sape de l'un des fondements de notre République. Et le débat se poursuit ce soir dans le 22h avant le vote tard dans la soirée. La réforme des traités européens demandée par Paris et Berlin est discutée ce soir au sommet de Bruxelles. Accord à 27 ou à 17. L'essentiel pour le couple franco-allemand est de faire vite. Il y a urgence, disent-ils, et pas de seconde chance. Nous serons en direct depuis Bruxelles avec François Baudonnet et notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud nous expliquera pourquoi c'est à chaque fois le dernier sommet crucial avant le prochain, déjà annoncé ce soir par Angela Merkel. Et puis c'est un film condensé des événements qui se sont déroulés le 14 mai au Sofitel de New York après le départ de Dominique Strauss-Kahn. On y voit la fameuse scène de congratulation entre deux employés de l'hôtel. Le groupe Accor dénonce ce soir ces images qui exposent inutilement ses salariés à la curiosité médiatique. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie ce soir. Il promettait d'être vif, il l'a été. Le débat sur le droit de vote des étrangers aux élections locales a tenu ses promesses avec d'un côté la gauche à l'origine du projet et désormais majoritaire dans la Chambre haute et de l'autre la droite farouchement opposée à cette idée. Et à 4 mois des élections, la question est bien sûr hautement politique. Margot Aubrio. Dans l'hémicycle, il est venu en personne, une poignée de main au président socialiste et François Fillon dégaine. Aucune des raisons avancées ne justifie à mes yeux ce travail de sape d'un des fondements de notre République. Avec cette proposition, la gauche s'engage dans une voie dangereuse avec légèreté. Elle prend le risque de vider la nationalité et la citoyenneté française de leur substance. Une attaque en introduction à des heures de débat. Permettre aux étrangers hors Union européenne de voter aux élections locales, la droite dit non. Et jusqu'au bout, elle fait durer les discussions. Sur les bancs, Claude Guéant et Michel Mercier, le gouvernement a envoyé ses ministres en renfort. Ils se succèdent à la tribune. Tous accusent le PS de coup politique. Le Parti socialiste, avec une régularité d'horloger, depuis 1981, opportunément et systématiquement remet cette question à l'ordre du jour à la veille de chaque grande échéance électorale. À gauche, on réplique. Il était un devoir moral pour nous, par rapport à cet engagement moral, que d'inscrire ce texte. Nous le faisons en vertu des principes, des valeurs qui sont les nôtres. Il n'y a pas de pire ferment pour le communautarisme que le refus de la reconnaissance d'une citoyenneté de résidence. Applaudissements à gauche et chahuts à droite, l'ambiance est électrique et les débats se poursuivront tard dans la nuit. Et puis c'était un peu tous au Sénat. Aujourd'hui, à l'occasion de ce débat, de Marine Le Pen à Eva Joly, adversaires et partisans de cette proposition, ont manifesté pour faire entendre leurs arguments. Elisa Bertolomé. Étonnant chassé-croisé devant le palais du Luxembourg où les manifestations se côtoyaient sans jamais se croiser. À midi, c'est Marine Le Pen qui ouvre le bal. Face à elle, plus de journalistes que de sympathisants. Le discours est clair et son opposition ferme au droit de vote des étrangers. Et moi, je vous dis que les fondamentalistes islamiques se jetteraient sur cette occasion pour pouvoir faire monter leurs revendications et pour pouvoir faire plier les lois de notre République française. Autre son de cloche à 2 rues de là, écologistes, front de gauche, associations et syndicats étudiants manifestent ensemble. L'ambiance est bon enfant, on défile au micro. Des sénateurs sont même sortis du palais du Luxembourg pour se joindre au groupe. Puis c'est au tour d'Eva Joly d'arriver sur place avec autour d'elle l'état-major des Verts. La candidate répond à Marine Le Pen. La France de Marine Le Pen, c'est une France mythique. C'est une France imaginaire qui n'existe plus. C'est Marine Le Pen, son rêve, c'est la France coloniale. C'est la même vision de la France qu'Henri Guénaud. Donc pour moi, c'est des conceptions qui datent. Dehors, les rassemblements se dispersent. Le combat se joue maintenant dans l'hémicycle.
Et sur cette question, nos invités ce soir, je vous les présente avec plaisir. Bruno Retailleau, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, sénateur UMP de la Vendée. Avec nous également Claude Dillin, bonsoir. Bonsoir. Sénateur socialiste de Seine-Saint-Denis. Bruno Retailleau d'abord, est-ce que cette question, est-ce que ce débat mérite d'être posé selon vous ? Je pense que c'est un débat qui peut être posé parce qu'on touche à quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir le droit de vote en France. En revanche, je pense que le calendrier n'est pas le bon parce que je pense que ce débat aurait gagné en sérénité, en sincérité, s'il ne s'était pas inscrit dans une période préélectorale à quelques mois des présidentielles. Justement, Claude Dillin, pourquoi ne pas l'avoir déconnecté de cette échéance pour plus de sérénité ? Sur un sujet comme ça, je crois que le calendrier ne sera jamais le bon. Il y aura toujours une bonne raison, et je mets des guillemets à bonne, pour ne pas aborder ce sujet difficile, délicat, je le comprends bien. Je crois que la raison est simple. Le débat, il commence pas hier. Ça fait 30 ans qu'il est en débat dans la nation. Et il était bloqué parce que, quoi qu'il arrive, le Sénat bloquait de toute façon une possibilité de réforme. Donc voilà, il arrive tout de suite. Et je crois effectivement, il n'y a pas de quoi se cacher. La majorité de gauche du Sénat a voulu marquer symboliquement. Je crois que Jean-Pierre Sueur l'a dit très clairement. C'est pour nous une question de dignité et de tenir nos engagements. Alors, on va en parler dans le détail. Bruno Retailleau, l'un des arguments qu'on a entendu de François Fillon, qui l'oppose à cette proposition, c'est le risque de communautarisme. Est-ce que ça ne vous dérange pas d'avoir les mêmes arguments développés, comme vous l'avez entendu dans ce sujet, par Marine Le Pen ? Non, peu importe, je n'ai pas entendu. Fillon, je suppose que c'est la même ligne. J'avoue ma préférence, si vous voulez, pour François Fillon. Je fais une sorte de coming out ce soir. Bien, non, très franchement, non. Le communautarisme, c'est quoi? Et en quoi cette proposition de loi peut y conduire? Tout simplement parce que dans notre conception à nous de la citoyenneté républicaine, qui est une conception extrêmement généreuse, on vote parce qu'on est français, parce qu'on adhère à des valeurs. Les valeurs républicaines, quelles sont-elles? La laïcité, l'égalité entre l'homme et la femme, la liberté de conscience. Et le fait de ne pas demander d'adhérer à ces valeurs et de donner un droit de vote parce que simplement on se trouve là par hasard, par le fait de l'habitation, la résidence, eh bien je pense que ça enferme finalement les gens dans une culture, dans une identité qu'ils peuvent ensuite retourner contre la République. Et je pense qu'il peut y avoir une porte ouverte au vote identitaire et au communautarisme. Alors justement, avant de donner la parole à M. Dillin, pour bien comprendre, aller plus loin, Arnaud Klarsfeld, qui est président de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il était aussi conseiller auparavant auprès de François Fillon, il pointe le risque de voir apparaître, dit-il, des listes fondamentalistes aux scrutins locaux. Est-ce que vous avez les mêmes craintes? Il y a cette crainte-là, bien sûr, dans des communes. Vous partagez la même crainte? Je partage cette crainte et je dis que la citoyenneté de résidence est une fausse générosité parce qu'elle crée de toute façon deux classes de citoyens. Des citoyens à part entière et des citoyens qui ne pourront pas voter, par exemple, pour les élections nationales. Donc je pense qu'il y a ce risque de communautarisme et il y a une atteinte aussi à notre modèle républicain qui est généreux. La naturalisation en France, c'est le moyen justement d'avoir le droit de vote et on est un des premiers pays européens pour le nombre de naturalisés tous les ans. Claude Dillin, le même Arnaud Klarsfeld qui a estimé, pour justifier son opposition à ce texte, que la religion envahit l'espace public de certaines communes comme en Seine-Saint-Denis. La vôtre. Le risque de communautarisme, c'est vraiment pas sérieux, quoi. D'abord parce que il existe déjà. Ce ne sont pas les gens qui n'ont pas le droit de vote et à qui on va le donner qui vont certainement faire du communautarisme. C'est ceux qui ont déjà le droit de vote, la deuxième, la troisième, qui sont en capacité tout à fait légale, et certains l'essaient, à Clichy-sous-Bois comme ailleurs, et donc la meilleure façon de lutter contre le communautarisme, et ça tout le monde le dit, y compris Gilles Kepel qui vient de rendre un rapport sur Clichy-Montfermeil, c'est au contraire de rendre la République attrayante. C'est la seule façon de faire. Le risque communautariste, il existe dès maintenant. On a des listes Euro-Palestine, on a eu des listes communautarisme, et la seule façon de les bloquer, c'est que la République soit belle partout en France. Est-ce que selon vous, ce droit de vote des étrangers aux élections locales, il peut être, à l'inverse, un remède efficace pour l'intégration? Moi, c'est pas que ça. Il y a aussi, pour que la République soit belle, il faut aussi qu'il y ait des services publics, etc., le transport, le logement. Mais c'est évidemment un message très fort. Et je peux vous dire que moi, j'ai bien aimé, et en particulier les interventions qui parlent effectivement de la citoyenneté, du rapport avec la citoyenneté, la nationalité, l'État-nation, etc. C'est très passionnant. On en reparlera certainement plus tard. Mais allons sur le terrain, restons sur le terrain. Ce qui menace la République, c'est cette espèce. Vous y êtes. Mais oui, moi j'y suis. Et ce qui menace la
la République, c'est cette fragmentation de la société française. Tous les sociologues vont vous le dire, n'est-ce pas, d'Éric Morin à la Perroni, Luc Bronner, tout le monde décrit des ghettos. Tout le monde conclut ses ouvrages par dire attention, il y a un risque de fragmentation. Donc le donner le droit de vote à des gens qui le méritent n'est pas suffisant. Je pense qu'il faudra faire beaucoup plus dans le domaine social, économique, culturel. Mais c'est un geste qui a une telle valeur symbolique que c'est très important. Ce qui menace la République, c'est pas le droit de vote des immigrés, c'est les 70% d'abstention. Enfin, si on n'est pas là, nous au Sénat, à se poser la question, qu'est-ce qu'on fait pour éviter qu'il y ait 70% et qu'on peut y réfléchir tous ensemble, parce que la réponse n'est pas facile, mais pour moi, dans la réponse, il y a le droit de vote des étrangers résidents. Ce n'est pas la seule réponse, mais c'est une réponse qui a une forte valeur symbolique et il faut la faire. Moi, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Je pense que la République avance, mais vraiment de façon très importante. Je pense que cette date restera dans l'histoire. Bruno Retailleau, on a entendu avec Claude Dillain, on a entendu dignité, on a entendu générosité. J'imagine que vous partagez aussi ces valeurs dans cette République. Est-ce que ce discours vous touche aussi quelque part ou il vous laisse complètement insensible sur cette question ? Sur cette question-là de la générosité, on ne peut être que touché, bien sûr. Mais je l'ai dit, je pense que c'est une générosité. Je pense que c'est une générosité d'apparence, parce que je pense que ça maintient dans des communautés très identitaires des citoyens de deuxième zone. Observons l'Angleterre, qui donne le droit de vote à un certain nombre de non-nationaux. Eh bien, il y a eu des révoltes extrêmement graves. Le communautarisme en Angleterre est en quelque sorte une sorte de cancer aussi de la société. Donc on voit bien que ça n'est pas la panacée. Moi je pense qu'on fragmente encore plus la France si on dit il y a deux sortes de citoyens français, ceux qui pourront voter localement et ceux qui pourront voter non seulement localement mais aussi au niveau national. Moi très franchement, la conception que j'ai de la République, elle est indivisible et surtout si l'étranger veut devenir citoyen français, il le peut par la naturalisation mais à une condition, qu'il accepte nos valeurs, qu'il prenne en partage notre histoire et en même temps une destinée commune. Non, mais je partage la même vision de la République, mais ce coup de canif qu'on a mis dans le contrat, si je puis dire, entre droit de vote, parce qu'on va parler de choses simples, droit de vote et nationalité française, il existe depuis le traité de Maastricht. Alors, on peut m'expliquer, parce qu'il y avait un traité, etc., mais votre intervention était excellente là-dessus. C'est que, quelles que soient les causes, il y a, et oui c'est vrai, c'est sincère, il y a ce coup de canif, il existe, c'est-à-dire actuellement, de façon tout à fait légale, et la République n'est pas en danger, parce que des étrangers appartenant à l'Union européenne votent aux élections locales. Donc il y a une dissociation. Alors après, on nous a expliqué, oui mais c'est parce qu'il y a un traité, il y a de la responsabilité. Ça fait rien. Dans le cadre de votre intervention, il y a ce canif, et ce coup de canif, il existe. Et je ne crois pas que la République s'en soit sentie plus mal. Donc, continuons. On va justement continuer et poursuivre ce débat. Nous allons voir comment ça se passe aussi pour les autres pays européens et combien de ces pays accordent le droit de vote aux étrangers extra-communautaires. Comme on dit, regardez, c'est un sujet signé Simon Barbary. En Europe, la ratification du traité de Maastricht instaure la citoyenneté européenne. Depuis 1992, chaque ressortissant peut voter et être élu dans un autre État de l'Union aux élections municipales et européennes. Mais certains pays vont plus loin avec le droit de vote aux étrangers extracommunautaires. 12 pays, dont la Suède, les Pays-Bas ou encore la Belgique, ouvrent les scrutins locaux à tous les étrangers. Ils doivent pour cela résider sur le territoire pendant plusieurs années. La durée est comprise entre 2 et 5 ans selon les États membres. Pionnière en la matière, l'Irlande autorise depuis 1963 ce droit de vote sans durée minimale de résidence. En Suède, les résidents extracommunautaires peuvent même participer aux référendums nationaux. L'Espagne, le Portugal et le Royaume-Uni accordent eux le droit de vote aux ressortissants de leurs anciennes colonies. La Grande-Bretagne ouvre tous ses scrutins locaux et nationaux aux citoyens du Commonwealth et aux Irlandais. Dans tous ces États, un étranger inscrit sur les listes électorales est aussi éligible aux assemblées locales. Enfin, comme la France, 9 États parmi lesquels l'Allemagne et l'Italie s'opposent toujours au droit de vote des étrangers. Voilà, on vient de voir un petit peu sur cette carte européenne comment ça se passe dans les autres pays. Bruno Retailleau, on a vu que Nicolas Sarkozy, ça a été d'ailleurs souvent dit cet après-midi, il a évolué sur le sujet. Est-ce que vous aussi, vous pouvez évoluer ou est-ce que c'est votre intime conviction que vous nous exprimez ce soir? Écoutez, c'est ma conviction qui n'a pas bougé depuis que j'ai cette conviction, depuis toujours. Et je pense que c'est une conviction qui est ancrée non seulement dans ce que nous sommes, dans la République, mais en même temps avec cette vision de la France,
France, de notre pays. Il y a des pays étrangers, les choses sont très très différentes. Il y a des expériences historiques aussi très très différentes. Moi, je pense que la France a un modèle. Et ce modèle, il est construit sur l'universalisme, sur la générosité. Mais encore une fois, il faut partager ces valeurs communes. C'est important, je pense. Et si demain, on dit aux gens, écoutez, vous êtes là par hasard, vous habitez ici, on crée une nouvelle citoyenneté, une citoyenneté au rabais, une citoyenneté de résidence. Pour moi, ça n'est ni ma vision, ni ma conception de la citoyenneté. On a compris vos deux visions. Claude Dillin, c'est aussi un débat, on l'a vu cet après-midi, très très politique. Est-ce que c'est un débat qui va, déjà, il a mis la campagne en scène et on voit que c'est un débat qui va aussi engager votre candidat, François Hollande ? Ne soyons pas langue de bois. Bien sûr qu'on est en campagne. Et bien sûr qu'on est en campagne des deux côtés. Enfin, on ne va pas dire le contraire, ce serait une erreur. Mais je crois que là, on touche à quelque chose qui, je vous dis, est en débat en France depuis 30 ans, qui dépasse ça. Et bien sûr qu'il est nécessaire que le Sénat, à gauche, que les élections soient tout de suite ou plus tard, c'est pas vraiment le problème. Le problème, c'est qu'effectivement, on veut, et pas seulement sur ce dossier-là, on veut marquer la différence. On nous reproche quelquefois que la gauche et la droite, c'est la même chose. Et là, on a au moins l'occasion de dire très sereinement, je pense qu'on a un débat serein, non, c'est pas tout à fait pareil. Vous l'avez dit sur cette question, vous l'avez dit aussi sur le budget 2012, justement, Bruno Retailleau. On a assisté cet après-midi à des débats très animés dans l'hémicycle du Sénat, devenu majoritairement à gauche. Comment vous qualifiez cette ambiance depuis quelque temps, depuis, on va dire, plus de 90 jours, depuis que le Sénat a basculé à gauche? Est-ce que c'est une marque du Sénat qui vous plaît ? Dire qu'elle me plaise, non, pas vraiment. Alors, c'est sans doute l'euphorie de la victoire de la gauche. Il y a très longtemps, bien entendu, que le Sénat n'avait pas basculé à gauche, donc ça peut être compréhensible. Simplement, ce que je ne souhaite pas, c'est qu'il y ait une instrumentalisation du Sénat, de notre institution sénatoriale, à des fins purement politiciennes. Parce que le Sénat que j'ai connu, le Sénat que je souhaite et que je porte en même temps dans mes convictions, c'est une assemblée qui ne doit pas ressembler à l'Assemblée nationale. Il ne faut pas que ce soit une Assemblée nationale bis, parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui justifierait le Sénat? Il faut donc que la distance... Vous voulez dire que peut-être que le Sénat à gauche met en danger le bicamérisme? Je ne le dis pas, mais je pense que la caractéristique du Sénat, ça doit être la distance, ça doit être le recul, ça doit être une Assemblée moins politisée. C'est la marque traditionnelle du Sénat, où il y a une très grande liberté, où d'ailleurs les partis politiques ont moins de prise sur les parlementaires qu'ils peuvent en avoir, par exemple, à l'Assemblée nationale. Et je pense qu'il faut deux assemblées. Le bicamérisme, ça doit être deux assemblées différentes. Parce que si elles ne sont plus différentes, comment le justifier? Là, elles sont différentes par la couleur, au moins. Claude Dillin, est-ce que vous êtes toujours ivre de votre victoire? Est-ce que ce sont toujours les lendemains qui chantent là au Sénat, ce qu'on voit, ces débats animés? Ça m'arrive d'être ivre, mais pas de victoire, très peu. Pas de victoire, non, je crois que c'était comme un moment important. Alors, je ne dirais pas ivresse de la victoire, mais oui, je confirme, on était, certains de mes amis ont dit, on est un peu à mai 81, là, quoi. Donc, il y avait cette ambiance-là. Mais je ne pense pas que ça soit ça. Je pense que les choses se sont tendues parce qu'on approche de l'élection présidentielle, qu'effectivement la droite a reçu un coup de massue, puisque très honnêtement, moi-même, j'y pensais pas que le Sénat pouvait basculer à gauche. Donc là, il y a eu quand même une espèce de tétanisation, puis ensuite de réaction, ce qui est tout à fait normal. Et c'est vrai que moi qui arrive, je suis un peu surpris de l'ambiance de certaines séances, pas de toutes. C'est vrai. Pas de toutes. C'est vrai. Et je trouve, alors je donne mon avis de néophyte, je trouve qu'il y a quand même un grand décalage entre ce qui se passe dans certaines séances, qui effectivement, enfin moi j'aime pas très ça, j'aime pas tellement ça, je suis pas très fort aux petites phrases, etc. Et ce qui se passe en commission, où on continue, on a travaillé ensemble tout hier, où on continue à avoir ce qui doit être l'ambiance du Sénat, mais en tous les cas extrêmement constructive, où effectivement les clivages gauche-droite sont moins nets, et j'espère que, passé cette période, quel que soit le résultat des élections présidentielles, j'espère, et j'en suis même sûr, que même en séance, le Sénat redeviendra le Sénat. Voilà, tout va bien. Pour le mieux, merci beaucoup, messieurs, pour ce débat franc et direct. Merci d'avoir été nos invités. La suite du 22h avec l'autre actualité importante de la soirée, c'est bien sûr le sommet qui se déroule en ce moment même à Bruxelles. Le couple franco-allemand veut aller très vite pour faire adopter le changement de traité. Et si ce n'est pas à 27, ce sera à 17, préviennent Paris et Berlin, anticipant les éventuels blocages de certains pays. Les détails avec Jérôme Rabier. Le défi s'annonce immense et c'est toute l'Europe qu'il faut remettre en marche. Pour arracher un accord ce soir ou demain, Nicolas Sarkozy n'hésitait pas ce matin à Marseille à dramatiser la situation. Jamais l'Europe
n'a été aussi nécessaire. Et jamais elle n'a été aussi en danger. Mais chacun peut comprendre que si vendredi nous n'avons pas un accord, il n'y aura pas de seconde chance. Un sommet de la dernière chance où il faudra s'accorder sur de nombreux sujets. Une inscription de la règle d'or budgétaire pour tous les États, des sanctions automatiques contre les États laxistes et un interventionnisme plus important de l'Europe sur le vote des budgets nationaux. Ces changements imposent une modification des traités européens, une procédure longue et où il sera difficile de s'entendre à 27. Déjà, la Pologne, la Suède et la Roumanie dénoncent la naissance d'une Europe à 2 vitesses si l'accord ne concerne que les 17 pays de la zone euro. Car sauver l'Europe et l'euro sans l'unanimité des 27 fragiliserait forcément à long terme la construction européenne. Et Nicolas Sarkozy et Angela Merkel pressent leurs partenaires de l'Union européenne à accepter les changements du traité. Il y a urgence, selon eux. Alors où en sommes-nous? On voit cela avec François Baudonnet en direct depuis Bruxelles. Bonsoir François. Oui, bonsoir. Est-ce que déjà certains pays bloquent ou freinent ces changements ce soir? Oui, alors effectivement, vous l'avez dit, en fait, il y a un certain nombre de pays qui n'acceptent pas cette Europe à 2 vitesses. Vous avez parlé avec raison d'ailleurs de la Pologne, de la Suède ou de la Roumanie, mais globalement, ce sont les 10 pays qui n'appartiennent pas à la zone euro qui craignent qu'il y ait une Europe qui soit en train d'exploser et que, si vous voulez, il soit marginalisé. Alors ce sommet a commencé tout à l'heure aux alentours de 19h30. L'ambiance était relativement tendue. On a vu des visages qui étaient fermés. Ensuite, eh bien, les chefs d'État se sont réunis à 27. Et très rapidement, il y a eu des conciliabules à 2 ou 3 chefs d'État qui se sont formés. Par exemple, Nicolas Sarkozy a reçu dans un bureau un petit peu à part eh bien, Angela Merkel et David Cameron. Vous savez que la position de David Cameron est importante dans ce sommet parce qu'il a fait du chantage. Le pays de David Cameron n'appartient pas à la zone euro, mais il dit, écoutez, si vous voulez une réforme des traités à 27, eh bien, il va falloir rapatrier vers Londres toutes les prérogatives en ce qui concerne les marchés financiers, des prérogatives qui sont actuellement à Bruxelles. Alors évidemment, ça met le Luxembourg, qui est également une place financière importante, en colère. Donc voilà, c'est toutes ces discussions qui sont en train de se dérouler actuellement. Sur le fond, toute la question est de savoir évidemment si ça va être un traité, une réforme des traités à 17 ou à 27. Et puis, ils voudront devoir aussi prendre un certain nombre de décisions dans l'immédiat, puisque vous savez que les agences de notation, et particulièrement Standard & Poor's, depuis 3 jours, met une pression énorme sur les Européens. Il va donc falloir que ce soir, eh bien, les Européens annoncent des décisions à la fois de long terme et à la fois des décisions immédiates. Les discussions sont parties pour durer jusqu'au milieu de la nuit. Merci beaucoup François Baudonnet en direct depuis Bruxelles. Alors, l'analyse à présent sur ce thème de Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Il y a eu toute une dramatisation, Jean-Louis, autour de ce sommet. Est-ce que c'est vraiment déjà celui de la dernière chance? Disons que ce n'est pas la première fois qu'on dit que c'est la dernière fois. Donc, il y en aura d'autres. Mais enfin, c'est vrai que ce sommet est au milieu de... Il y a un feu au lac. Il y a avec 3 foyers très importants. D'abord, cette crise financière dont nous parlons ici pratiquement tous les jours. Ensuite, une crise économique. Aujourd'hui, la Banque centrale européenne nous a dit l'année prochaine, le taux de croissance de la zone euro ne sera que de 0,3%. Autrement dit, rien du tout. Et autrement dit aussi, certains pays membres de la zone euro seront en récession. 3e foyer d'incendie, crise politique et sociale qui se répand en Europe. Autour de cette table ce soir à dîner, le tiers des présents a disparu par rapport au dernier sommet. Donc c'est quand même beaucoup, avec des manifestations. Donc effectivement, il y a le feu au lac et il y a urgence. Monsieur Sarkozy et Madame Merkel, d'ailleurs, ont choisi quand même de dramatiser cette situation. Et on en comprend évidemment les raisons. Il y a un risque quand même, parce que si effectivement il y a échec au bout de la roue, à force de dramatiser, de monter les enjeux, en fait, ça va peut-être exagérer les effets supposés d'un échec et je ne sais pas ce qui pourra se passer mardi ou mercredi sur les marchés financiers si on est devant un échec. Or cet échec n'est pas tout à fait exclu. Bien sûr, on peut se dire, les gens voyant un échec se profiler ne vont pas oser être responsables d'un échec. Donc ils vont se rallier à la proposition Merkel-Sarkozy. D'un autre côté, Baudonnet vient de le rappeler ici, dans certains pays non membres de la zone euro et notamment le Royaume-Uni, il y a des tensions. Donc en fin de compte, nous sommes dans une situation
où on est en train peut-être, à force de monter les enjeux, d'avoir une sorte de dramatisation du problème. Et c'est un risque qu'a pris Merkel-Sarkozy, mais peut-être souhaite-t-il accélérer le processus de cette manière. Et Jean-Louis, aujourd'hui, Mario Draghi, c'est le président de la Banque Centrale Européenne. Il a douché les espoirs d'une intervention massive de la BCE pour acheter les dettes. On a souvent parlé des pays en difficulté. Donc, à l'heure actuelle, est-ce que le dernier espoir pour sauver la zone euro, c'est ce changement de traité? Alors, effectivement, Mario Draghi, cet après-midi, a fait sa conférence de presse, puisqu'il y a eu la réunion du Conseil de la Banque Centrale Européenne. Il a dit 3 choses. Le ralentissement est là. Deuxièmement, je baisse les taux d'intérêt pour essayer d'aider à la reprise. Il a baissé de 1%. Et quand on lui a posé la question sur le fameux rachat de dettes et des fameux eurobonds, il a dit ce n'est pas dans les traités, donc je ne peux pas le faire. Et je crois que c'est important à préciser, parce qu'effectivement, suppose-t-on par exemple que l'Allemagne puisse, ce n'est pas encore à l'ordre du jour, en appeler à la Commission européenne, voire à la Cour de justice, pour dire mais la Banque centrale, ce qui est son droit, ne remplit pas le traité à la lettre. On imagine la crise que cela pourrait provoquer en Europe. Donc il n'a pas tort de se réfugier derrière les traités et dire si vous changez les traités, moi à ce moment-là j'appliquerai effectivement de nouveaux traités, d'autant plus que Mme Merkel a obtenu quand même une concession, on ne touchera pas au statut de la Banque Centrale Européenne. Si cela se passe, il ne faut pas exagérer la portée de tout cela. Il ne faut pas croire que parce que la Banque Centrale va faire marcher la planche à billets ou rachera des dettes, qu'on sortira d'une crise structurelle d'aujourd'hui. Donc c'est à suivre. Merci beaucoup Jean-Louis pour votre analyse des dernières pages du 22h. Tout de suite, c'est le tour de l'info de Cécile Sixou. C'est Nicolas Sarkozy en personne qui l'a annoncé ce matin à Marseille. Les brigades anticriminalité, les BAC, seront désormais dotées de fusils à pompe. Objectif, lutter contre la criminalité de plus en plus violente. Le chef de l'État a fait cette annonce alors qu'il venait d'assister aux derniers instants de vie du policier blessé fin novembre par un tir de Kalachnikov à l'issue d'une course-poursuite. Ils lancent un cri d'alarme sur leurs conditions de travail et c'est une première. Les procureurs de la République réclament plus de moyens financiers et humains et demandent également une révision de leur mode de nomination. Un corps de métier que l'on entend rarement, pourtant bien mobilisé aujourd'hui. 75% de la profession a signé une résolution sur le fonctionnement de la justice et ses moyens pour interpeller le gouvernement. Au concours 2012, ils seront 8000 à être reçus en deuxième année. Le numerus clausus des étudiants admis en seconde année de médecine a été relevé. L'objectif de ce relèvement, pallier la pénurie de médecins sur certaines parties du territoire, même si selon Xavier Bertrand, cela ne réglera pas toutes les questions de démographie médicale. Depuis 2009, ce chiffre était bloqué à 7400. Jusqu'ici, on a pu entrevoir tous les scénarios, mais qu'a réellement fait Dominique Strauss-Kahn après être sorti de la suite 2806 ? La chaîne BFM TV a diffusé aujourd'hui les vidéos surveillance de l'hôtel Sofitel, enregistrées le 14 mai dernier entre 12h27 et 14h10. Chronologiquement, on y voit l'ancien président du FMI sortir sereinement de l'hôtel. Sur un autre plan, Nafissatou Diallo est laissée longuement seule et contrairement à ce que l'on a entendu, elle n'a pas l'air prostrée ou en pleurs. Enfin, c'est la fameuse danse de joie des deux employés, une danse toujours inexpliquée, même si le groupe Accor récuse ce soir tout complot. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. Tout de suite, Politique c'est net, présenté par Caroline Deschamps. Votre prochain rendez-vous d'information, c'est demain à 19h. Quant à moi, je vous retrouve à 22h lundi. Mon invité, le président du Sénat, Jean-Pierre Bel. Bonne soirée à vous.
Bonjour à tous, bienvenue à bord de la Politique CNet, le rendez-vous de Public Sénat sur l'actualité politique, version numérique. Tous les 15 jours, je vous propose de prendre le pouls des débats qui agitent la planète web et de décoder les stratégies des candidats sur le net. Au menu cette semaine, gros plan aujourd'hui sur le militantisme et la mobilisation sur le web, opération coup de poing de Greenpeace ou encore les indignés ou l'affaire de la caissière de chez Cora. Comment citoyens, collectifs et militants politiques investissent le net, réponse dans le club des gazouilleurs. À suivre le candidat 2.0 avec notre partenaire Images et Stratégie. Nous vous dévoilons tous les 15 jours le top flop des candidats à la présidentielle sur le net. Zoom aujourd'hui sur Eva Joly. Mais tout de suite, c'est l'heure du Weborama, la revue du web subjective et néanmoins impartiale. Le zapping des vidéos et des initiatives citoyennes passées au scanner par Paul Bouffard. Parce que demain mérite mieux qu'hier, un slogan utopique pour un présidentiable hors norme, Gaspard Delanoë. Sur la toile, le trublion de la politique fait route vers l'Elysée. I am Gaspard Delanoë. And today I have taken a very important decision. Yes, I have decided to run candidate to the French Republic. Le candidat du parti PFUT, entendez parti faire un tour, provoque sur Facebook ou encore Twitter. Pour lui, l'euro est mort, revenons au sesterces, la monnaie gallo-romaine qui avait bien marché à l'époque. L'artiste déjanté mise sur le net et l'humour décalé. Décalé pas tant que ça, puisqu'en 2008 aux municipales parisiennes, il obtient plus de 3% de vote. Ses 45 ministres sont prêts à être nommés, son programme est déjà en ligne. Par exemple, il veut délocaliser les ministères en banlieue. Aussi, il entend que les députés et sénateurs ne soient plus élus au vote, mais tirés au sort. Le seul vrai Delanoë, comme il se surnomme, veut, comme Barack Obama, une campagne rapide, totale et virale sur le web. Thank you. And God bless my mother. 6 mois avant la présidentielle, on commence déjà à se tirer dessus à coups de vidéos interposées. Ici, c'est les socialistes qui mettent en ligne une parodie. Dans ce spot reprenant la publicité d'une carte de crédit, ils ironisent sur les cadeaux fiscaux accordés par l'UMP à ses amis riches. Golf, villa de rêve, on y voit des nantis en plein luxe. La droite creuse la dette, c'est vous qui payez. Sur son site, le PS se justifie. Selon eux, depuis 10 ans, la droite a multiplié la dette par 2. Sur Internet, la guerre est ouverte. Faire plaisir à ses amis riches, ça n'a pas de prix. 75 milliards de cadeaux ont creusé la dette. Pour les payer, il y a les Français. Il est temps de changer, non ? Il sera conseiller stratégique. Antoine Vechter rejoint la verte équipe d'Eva Joly pour 2012. L'homme qui n'a jamais réussi à se présenter à une élection présidentielle faute de parrainage suffisant fait aujourd'hui le buzz sur la toile. Mais ce n'est pas vraiment pour sa nomination, mais plutôt pour un spot de campagne venu d'un autre temps, un clip quelque peu animal. En 1997, pour les législatives, l'élu d'Alsace innove. Il se fait interviewer par un castor. Alors Antoine, on se tutoie ? Je tutoie toujours mes amis. La bébête est l'emblème de son parti, le mouvement écologiste indépendant. Aujourd'hui, la vidéo ressort, performance politique ou artistique, telle est la question. Nos invités nous ont rejoints sur le plateau. Jérémy Zimmermann, bonjour.